Alors, nous accueillons pour finir ce colloque Shekinah Rocha. Donc, merci d'être venu. On avait déjà pensé à Shekinah l'année dernière, mais Shekinah était enceinte, une petite fille. Donc, on a repoussé à cette année. Alors, je pense que vous êtes un certain nombre de collègues à connaître le travail de Shekinah, ne serait-ce, on pourrait dire, tous ces outils qu'elle nous met à disposition gratuitement. Donc, si je vous présente Shekinah, elle est maître de conférences en Suisse. Elle s'occupe d'un diplôme de psychologie positive. Elle a une approche assez intégrative, vraiment dans la spécialisation de la prise en charge du conseil, psychologie de l'orientation, conseil. Elle peut faire appel à l'entretien motivationnel si elle en a besoin. Elle peut faire appel à la thérapie comportementaliste si elle en a besoin, ou systémique selon les besoins. Voilà. Ce qu'on apprécie dans son travail, c'est véritablement de faire des recherches, certes très théoriques, mais toujours son souci d'être dans la pratique, voilà, pour les psychologues. Voilà. Donc, on anime à deux. Je laisse la collègue ici, puis moi, j'irai dans la salle tout de suite pour après animer la salle. Bonne conférence. Alors, bonjour. Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui pour cette conférence. Donc, comme vous le voyez sur la slide, donc moi je viens de Suisse. Alors apparemment j'ai un petit accent, donc j'espère que ça va aller pour la présentation. Comme je viens de Suisse et qu'on a un système un petit peu différent aussi en termes de notamment des cahiers des charges des psychologues en orientation, j'espère que ce que je vais vous présenter fera sens pour vous. Et puis dans tous les cas, je serai très intéressée par vos retours et vos questions à la fin de l'intervention. Quand j'ai reçu l'invitation pour le colloque, j'étais toute enthousiasmée, rien que parce que le terme émancipation, ça fait un peu rêver, non ? Il y a quelque chose de l'ordre de la liberté et de la légèreté dans ce thème qui fait que, voilà, tout de suite, ça donne envie. Mais tout de suite après, j'ai commencé à me poser des questions. Mais finalement, quand on parle de s'émanciper dans le domaine de l'orientation, qui doit s'émanciper ? Et puis, de quoi est-ce qu'on doit s'émanciper ? Pourquoi est-ce qu'on doit s'émanciper et pourquoi est-ce qu'on doit s'émanciper ? Donc l'idée de ma présentation, c'est de pouvoir répondre un petit peu à ces différents questionnements, avec déjà un premier constat qui est que l'émancipation, une manière de la définir, c'est de dire qu'en fait, on va inventer des nouveaux possibles. On va créer du choix là où il n'y en a pas. Et j'aime bien cette définition parce qu'elle permet de différencier l'émancipation de la transgression, avec l'idée que, par exemple, quand on est dans la transgression, on va plutôt essayer de détruire ou d'abolir les limites qui existent. Quand on est dans l'émancipation, on ne va pas non plus être dans l'évitement, donc on ne va pas éviter de penser qu'il y a des limites ou éviter les limites qui existent. Et puis on ne va pas non plus être dans le déni de penser que finalement notre champ, notre pratique ne rencontre aucune limite. Dans ce terme d'émancipation, il y a l'idée qu'en fait, on va saisir les limites qui sont les nôtres et les prendre à bras le corps pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Le titre de la présentation, c'est « Maîtriser le cadre pour mieux s'émanciper ». Une de mes premières réflexions, et je vous la partage, j'ai absolument aucune prétention parce que je n'ai pas beaucoup d'expertise à ce sujet, mais c'est vraiment l'importance de pouvoir maîtriser le cadre avant de s'émanciper. Et pour vous illustrer ça, je vous ai amené une image de Miro. J'ai remarqué que dans les précédents congrès de la PSIEN, il y avait souvent des références à Miro. Et puis, en fait, je me demandais, je suis allée voir la cote des œuvres de Miro est environ entre 200 € à plus de 26 millions d'euros pour ses esquisses ou ses tableaux. Et puis, finalement, comment est-ce que ça se fait que le dessin que mon neveu Kenan m'a fait pour la fête de Pâques l'année passée ne vaille pas autant d'argent qu'un Miro. Alors que vous en conviendrez, son lapin de Pâques est vraiment adorable. Et puis, on retrouve les mêmes jeux de couleurs et finalement le même trait un peu enfantin qui a fait tout le charme des travaux de Miro. Et puis, pour moi, la réponse à cette question, c'est que Joan Miro, il était aussi capable de faire ça.
Ce que mon neveu, que j'aime énormément, n'est pas encore capable de faire pour l'instant. Mais du coup, ça veut dire que Miro, en fait, il maîtrise le cadre de la peinture. Il maîtrise les règles de la perspective, des couleurs, du coup de pinceau même, mais il s'en émancipe pour pouvoir revenir à des traits beaucoup plus simples, beaucoup plus enfantins. Donc il y a vraiment cette idée de créer du choix à l'intérieur des limites. Et c'est pour ça que pour moi, vraiment, un des aspects clés de l'émancipation, c'est la maîtrise du cadre. C'est pas qu'on ne sait pas faire, c'est pas qu'on n'a pas appris, mais c'est qu'on maîtrise tellement bien ce qu'on peut faire différemment. Et puis, c'est un paradoxe que relevait d'ailleurs la professeure Josette Zarka, quand elle disait finalement le conseil ne peut dépasser ses limites qu'en les respectant. Et c'est un paradoxe qui est un peu particulier, et puis pour pouvoir vraiment le comprendre, il y a besoin de savoir, mais finalement, quelles sont les limites du conseil? Et puis, pour ça, on a besoin d'avoir un modèle, un cadre de ce conseil. Et c'est vrai que j'ai cherché dans la littérature pour savoir, mais est-ce qu'on a un modèle vraiment de qu'est-ce qu'on fait dans une démarche de conseil en orientation? Et puis on a plein d'auteurs qui ont proposé des modèles. On a Hill qui a dit, mais en fait, on fait de l'exploration, on a des insights, et puis après on passe à l'action. On va avoir toutes sortes d'auteurs qui ont proposé des modèles plus ou moins complexes du processus d'orientation qui vont de 3 étapes à 11 étapes du conseil. Et puis, moi, je restais un petit peu insatisfaite, si bien que pour finir, je me suis dit que j'allais créer mon propre modèle du conseil. Alors, je serais très heureuse de discuter avec vous. Après, vous pourrez me dire si ça fait sens pour vous aussi. Mais je me suis dit, en fait, un des premiers aspects, une des premières étapes du conseil, c'est vraiment juste déjà d'accueillir la personne, d'accueillir sa demande, mais aussi d'accueillir éventuellement les tiers qui sont impliqués dans la situation. Une fois qu'on a pu clarifier ça, on va passer à une phase d'analyse. On va essayer de comprendre quel est le problème en analysant la situation de la personne, comment est-ce qu'elle était dans le passé, comment est-ce qu'elle est maintenant, et puis qu'est-ce que la personne espère pour l'avenir et quels sont les obstacles à la réalisation, à l'atteinte de cet objectif. Et une fois qu'on a une bonne définition du problème, on va pouvoir s'accorder, c'est-à-dire on va pouvoir négocier activement quels sont les objectifs de notre prise en charge et puis quels sont les moyens que l'on va mettre en œuvre pour pouvoir les atteindre. Une fois qu'on a fait ce processus de négociation, on arrive dans une phase d'activation où on va activer la connaissance que la personne a d'elle-même, on va favoriser son introspection. On va activer son exploration du monde extérieur, la connaissance des professions, la connaissance des filières de formation. Et puis, dans l'idée d'aboutir finalement à une prise de décision, qu'est-ce que va faire la personne? Et ça ne se termine pas là, même si c'est souvent ce qu'on pourrait avoir l'impression. Après, il y a aussi une phase d'accompagnement. On va accompagner la planification de la suite, comment est-ce que la personne va atteindre son objectif, mais aussi accompagner l'action, qu'est-ce qu'elle va faire pour véritablement passer à l'acte, et enfin accompagner la fin du processus de conseil en orientation. Donc, après, c'est un phénomène qui peut être récursif. Peut-être que la personne va revenir à un autre moment et on va reprendre le processus. On est d'accord que c'est uniquement par souci esthétique que les phases ont la même taille et puis que dans certains cas, on va aller très vite sur l'accueil et puis passer beaucoup plus de temps dans l'accompagnement. Donc, il n'y a pas d'idée de normes temporelle. Par contre, il y a quand même cette idée un peu de séquence. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas sens de commencer à activer la personne si on ne sait pas sur quoi on va travailler. Et puis, pour savoir sur quoi on va travailler, c'est important d'avoir compris la situation. Puis, pour avoir compris la situation, c'est important d'avoir pu accueillir la personne correctement, même si on est d'accord que ça peut être un peu des étapes récursives, puis que des fois, on fait un peu des avant et arrière. Donc, finalement, ce modèle, la vraie spécificité de l'orientation, c'est sur ces 3 phases qu'on trouve dans la phase d'activation, exploration de soi, exploration du monde du travail et puis prise de décision professionnelle.
Pour celles et ceux d'entre vous qui sont familiers avec le modèle de l'hôtelier, dans son article Tenir conseil, on peut retrouver les différentes phases qui décrit où finalement il y a d'abord le fait de limiter le sens, de s'ouvrir au sens, de discerner du sens. Je crois que... Ah oui, c'est bon, c'est revenu. Travailler sur le projet et puis finalement travailler sur l'agir. Ce modèle, je le trouve, c'est moi qui l'ai créé, mais je trouve que c'est intéressant en tout cas d'avoir un modèle de qu'est-ce qu'on fait dans les séances d'orientation, aussi pour des questions de communication à l'interne, mais aussi à l'externe. J'ai reçu ce matin, comme la plupart d'entre vous, cette petite feuille de la Psy-N qui décrit notamment un peu les conditions, la manière dont les politiques comprennent votre fonction. Et puis c'est vrai que des fois, je me dis, mais les personnes qui prennent des décisions au niveau politique n'ont pas toujours une bonne compréhension de ce qu'on fait. Et puis je pense qu'avoir une modélisation dans les grandes lignes, voilà à peu près ce qu'on fait, ça permet de montrer qu'on est loin de juste dire à la personne « voilà où tu vas aller » et qu'il y a vraiment un processus qui est beaucoup plus complexe qui se met en place. Donc c'est une petite parenthèse. Après, on est d'accord que ce processus, il va être impacté par beaucoup de facteurs. Et on va avoir des facteurs externes qui vont venir influencer chacune des phases du processus. Et puis aussi des facteurs internes propres à la fois à la personne qui cherche à s'orienter et au conseiller ou à la conseillère en orientation. Donc, avec ces premières esquisses, on comprend que finalement, s'émanciper, qui va s'émanciper? Ça peut être aussi bien le conseiller que le consultant, ou la conseillère ou la consultante. Ça peut être également de quoi est-ce qu'on va s'émanciper? Finalement, on va chercher à s'émanciper des pressions externes, mais aussi des pressions internes. Et puis, pourquoi est-ce qu'on va chercher à s'émanciper? Pour créer du choix. Et pourquoi? Pour inventer de nouveaux possibles. Mais il reste quelques questions. À quel moment est-ce qu'on s'émancipe? Et puis surtout, comment est-ce qu'on le fait? Donc pour ça, ce que je vais vous proposer, c'est de revenir plus en détail sur ce modèle de l'orientation et puis d'explorer différentes émancipations possibles qu'on va pouvoir faire à différents stades de ce processus de conseil en orientation. Notamment de pouvoir... Ma télécommande ne fonctionne plus. Donc, notamment de pouvoir s'émanciper de la commande quand on est dans la phase d'accueil, de s'émanciper du pessimisme quand on est dans la phase d'analyse, de s'émanciper des attentes, de s'émanciper des contraintes et de s'émanciper des obstacles à l'action. Ça va, vous me suivez toujours? OK. Donc, si on commence avec ces applications, la première étape, je vous disais, on va pouvoir chercher à s'émanciper dans la phase d'accueil des pressions externes qui peuvent venir quand on est en train d'analyser finalement la demande. On va avoir toutes sortes de personnes qui ont des intérêts dans la démarche d'orientation et qui peuvent d'une certaine manière ou d'une autre avoir des attentes à notre égard pour le processus. Ça peut être les parents des élèves qu'on rencontre, ça peut être les enseignants, ça peut être même l'institution avec les normes qu'elle met en place. Et puis ça peut être aussi l'horloge biologique ou pas vraiment biologique, mais plutôt l'horloge institutionnelle, où on va dire, typiquement, telle personne, elle arrive très tard dans son processus de choix, donc il va falloir accélérer parce que c'est bientôt le moment de faire la transition vers le supérieur, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on s'émancipe de ça? Il y a vraiment de nouveau cette idée de pouvoir maîtriser pour s'émanciper. Avec l'idée que finalement, quand on est dans ces situations d'accueil, d'analyse de la demande, en fait, souvent ce qui se passe, c'est qu'un des tiers que j'ai mentionné avant nous adresse ce qui est une forme de commande pour nous dire qu'est-ce qu'on devrait faire, et puis qu'on ressent comme une forme de pression, une pression qui peut être institutionnelle notamment. Et puis, cette pression nous dit ce qu'on devrait faire avec la personne. Et parfois, les objectifs de la personne ou même son horloge interne, son timing personnel ne correspondent pas à ses attentes. Si bien que nous, on peut se sentir un petit peu dans un conflit de loyauté. On se dit, d'un côté, on me demande de faire ça avec ce jeune et en même temps, ça ne fait pas de sens pour lui. Qu'est-ce que je peux faire ? Et puis, ça peut des fois se traduire par notre désir de vouloir protéger le jeune et puis d'essayer de le mettre à l'abri de ces pressions qui s'exercent sur nous. Donc,
Une autre manière de gérer ça pour pouvoir un petit peu se créer de l'espace, c'est ce qu'on va appeler la triangulation. C'est un terme qui vient du champ de la systémique, où l'idée, en fait, c'est plutôt que d'essayer de protéger le jeune de ce qui se parle, de ce qui se passe ou dans ce qu'on nous demande, c'est d'être au contraire très clair et puis de dire, mais voilà, en fait, voilà ce qu'on me demande, voilà ce qu'on attend de moi. Et puis ensuite de le demander, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, qu'est-ce que toi, tu aimerais? Donc, permettre à la personne de pouvoir se prononcer sur l'attente qui nous est faite. Et puis ensuite de dire, mais l'impliquer pour lui demander, mais finalement, comment est-ce qu'on pourrait répondre à ses attentes, aux tiennes, à celles de l'institution, des parents. Donc vraiment être dans cette idée de pouvoir verbaliser les choses et puis de se créer cet espace pour pas être l'exécutant de la commande qui nous est adressée et puis pas être non plus dans une posture de protection des personnes que l'on rencontre, mais vraiment avoir notre indépendance en tant que professionnel, finalement, pouvoir nous émanciper de ces pressions. Après, quand je présente la triangulation, c'est pas rare qu'on me dise « oui, mais bon, il n'y a pas assez de temps ». Et puis ça va avec la pression qu'on a identifiée avant, que des fois le timing fait qu'on nous demande d'aller vite. Et puis là, je trouve que c'est intéressant de se replonger de nouveau dans les réflexions de l'hôtelier, mais qui ont été reprises aussi par Isabelle Olry-Louis récemment, qui est de dire que mais finalement, le temps, il n'est pas donné, il est construit. Et qu'en fait, on a à construire des moments signifiants avec la personne. Et l'hôtelier fait cette distinction où il dit, mais en fait, le temps, il y a le temps chronologique, le chronos, qui est universel, mais il y a aussi le kairos, qui est un moment opportun, un moment qui tout à coup prend tout son sens. Et puis, c'est vrai que des fois, on est pressé par le temps, mais prendre le temps d'écouter la personne, d'accueillir sa demande et de l'accueillir elle-même, c'est aussi pouvoir finalement mettre en place des processus qui vont faciliter de faire que le temps qu'on passe ensemble, c'est du temps qui va compter. Voilà, ça c'était pour la première étape. La deuxième étape, c'est l'analyse de la situation. Et puis là, il y a des pressions aussi, que j'appelle les pressions de l'état du monde, et qui vont influencer en particulier la deuxième étape, qui est celle de pouvoir formuler des souhaits. Vers quoi est-ce qu'on veut aller? Et puis, du coup, ce qu'on va essayer de s'émanciper dans cette étape-là, c'est la question du pessimisme. Alors, j'ai aucune expertise, je viens de Suisse, j'ai vraiment un regard très distant de ce qui s'est passé cet été avec les jeunes, mais une des choses qui nous a été relatée dans la presse en Suisse, c'est la rencontre entre Emmanuel Macron et les policiers suite aux émeutes. Et puis j'ai trouvé cet échange vraiment très éclairant, où finalement le président français demande, mais les policiers disent au président que c'est pas les parents qui vont être, que les jeunes ne vont pas écouter leurs parents. Et puis je vois le président qui demande, mais alors qui est-ce qu'ils écoutent, ces gamins? Et puis les policiers qui répondent, les dealers, Monsieur le Président. C'est d'ailleurs eux qui commencent à leur demander de se calmer depuis quelques jours, parce que tout ce bazar, c'est en train de donner du tort à leur business. Et je pense que c'est quelque chose, vous avez été familier avec cet échange. Moi, ça m'a beaucoup frappée parce que je me suis demandé, mais finalement, qu'est-ce qui fait que les jeunes, aujourd'hui, la personne qu'ils écoutent, la personne qu'ils respectent, ce sont les dealers. Et puis je me disais, mais en fait, finalement, les dealers, c'est des vendeurs de rêves. Au propre comme au figuré, ils vendent du rêve. Pourquoi? Déjà, en vendant de la drogue, ça permet de s'échapper de la réalité, mais aussi finalement pour ceux qui espèrent pouvoir entrer dans le business, finalement c'est un moyen de pouvoir s'en sortir financièrement, de faire partie d'une communauté, d'avoir des objectifs pour la suite. Et c'est vrai que c'est un peu triste, mais on peut se demander, mais à quoi d'autre est-ce que ces jeunes peuvent rêver actuellement? Et quand on regarde l'état du monde actuel, c'est vrai que ça ne fait pas franchement envie. Quand on voit que l'accès au monde du travail est difficile, qu'une fois qu'on est entré dans le marché du travail, ce n'est pas forcément mieux, avec notamment on parle beaucoup du burn-out, du stress, des discriminations, de l'injustice. Et puis en parallèle à ça, on a l'inflation qui rend de plus en plus important de pouvoir avoir de l'argent aussi. Et on a des épidémies,
une crise écologique qui se fait sentir de plus en plus proche, et puis les guerres qui continuent, qui recommencent. Donc le tableau est plutôt sombre, et puis moi je ne peux pas jeter la pierre à ces jeunes finalement d'avoir pas grand-chose à quoi rêver. D'ailleurs, vous êtes sûrement familier avec les objectifs de l'ONU. Ils ont identifié plus de 119 besoins auxquels il faudrait répondre d'ici à 2030 pour préserver l'avenir de l'humanité sur la planète. Donc c'est vrai que il y a de quoi être pessimiste et il y a de quoi être anxieux au vu de l'ampleur de la tâche qui nous attend. Après, on est d'accord que mon message ne va pas s'arrêter là. Moi, j'aime beaucoup cette citation du professeur John Crumble qui disait « Mais en fait, l'anxiété au sujet de la planification de l'avenir peut être remplacée, cette anxiété, par un sentiment d'aventure. » Alors vous me demanderez comment est-ce qu'on peut remplacer une anxiété liée à l'état du monde actuel par un sentiment d'aventure à l'égard de la situation dans laquelle on est. Et je pense qu'un des aspects clés, finalement, ça va être de se demander, mais en fait, ça va être de se dire, c'est pas une menace. Et pourquoi est-ce que c'est important, ce changement de la manière dont on appelle les choses? Parce qu'on a des études qui montrent en psychologie que dès le moment où on est dans une situation et qu'on se dit « c'est une menace », ça va avoir toute une cascade d'effets où déjà ça veut dire qu'on va se focaliser sur les risques et puis qu'on va avoir une vasoconstriction, on va avoir une augmentation du cortisol, donc l'hormone du stress dans notre corps. Ça va nous provoquer des sentiments d'anxiété, de peur, de colère. Et puis, ça veut dire qu'on va avoir plus facilement tendance à vouloir éviter de se confronter à la situation. Et puis, à court terme, ça va nous provoquer du soulagement si on peut éviter de se confronter. Mais ça veut aussi dire que finalement, on ne va pas apprendre, on ne va pas développer de compétences. Et puis, à long terme, on va peut-être développer de l'anxiété, de la dépression ou de l'épuisement. Qui fait que quand on se retrouve face à une... Prenez-le comme ça parce que vous avez la okay. Ah, d'accord. Alors, pardon, c'est moi qui fais des interférences avec mon propre discours. Ok. Donc, c'est embêtant parce que ça veut dire que quand on va se retrouver dans une situation similaire ou la même situation, on va avoir encore plus de chances de se dire c'est une menace. Et puis donc, on tombe dans un cercle vicieux. Alors qu'à l'inverse, les études montrent que juste de se dire c'est un défi, et puis de se focaliser sur les opportunités qu'offre la situation, ça va avoir l'effet radicalement contraire. Au niveau physiologique, on va observer une vasodilatation. Au niveau émotionnel, on va être beaucoup plus relaxé, beaucoup plus curieux. Et puis du coup, on va avoir plutôt tendance à chercher des stratégies de résolution des problèmes qui sont vraiment centrées sur le problème. Ce qui veut dire qu'à court terme, on s'adapte, on développe des compétences et puis qu'à long terme, on va pouvoir être plus susceptible de revoir des situations potentiellement menaçantes comme des défis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Finalement, ça veut dire que tous ces problèmes que rencontre le monde actuellement, on peut aider finalement les jeunes à les voir comme des défis plutôt que comme des menaces. Et puis comme des défis auxquels ils vont pouvoir essayer de répondre au travers de leur carrière, de leur choix professionnel. Donc, dans cet ordre-là, avec mon collègue le professeur Jonas Mazdonati, on a développé un jeu de cartes basé sur les besoins du monde. On a repris un peu les besoins de l'ONU et puis on a développé un jeu de cartes qui demande aux jeunes en fait, de trier ces besoins du monde et puis de trier en fonction lesquels vous touchent. Pas lesquels vous semblent importants, parce qu'on n'ose pas dire qu'il y a certains qui nous semblent moins importants que d'autres. Par contre, c'est sûr qu'il y a des thématiques qui nous touchent beaucoup plus que d'autres. Et puis, ensuite, comment est-ce que vous aimeriez y contribuer? Est-ce que ce serait plutôt au travers de votre sphère privée ou de votre sphère professionnelle? Et puis finalement, alors il manque la dernière bulle, mais comment est-ce que vos intérêts, vos forces, vos compétences vous permettraient de pouvoir le faire? Avec cette idée, là, on n'est même pas encore en train de parler de métier, mais que finalement, en tant qu'individu, avec des intérêts, des capacités, il y a cette possibilité de pouvoir contribuer et de pouvoir le faire au travers de notre travail.
Et pourquoi est-ce que c'est important ? Moi, je ne parle pas du point de vue d'une activiste du climat ou une activiste de la justice sociale, mais juste parce que très prosaïquement, si on regarde les recherches menées sur le sens de la vie, qui étudient finalement quelles sont les différentes sources de sens qu'on peut avoir dans notre vie, comme par exemple la foi ou la religion, ou alors justement le fait de contribuer à autrui, à la société, à la nature, ou alors de se développer, de vivre dans la créativité, ou au contraire plutôt de maintenir l'ordre, la morale, les traditions, ou au contraire de valoriser son bien-être ou son sentiment d'appartenance à un groupe. Ce qu'on observe, c'est qu'en fait, vraiment, le facteur qui corrèle le plus fortement au sentiment que notre vie a un sens, c'est ce qu'on appelle la transcendance horizontale, donc c'est-à-dire c'est l'engagement social, l'engagement en faveur des autres, l'engagement en faveur de la nature, le sentiment de pouvoir contribuer à quelque chose. Donc finalement, quand on travaille avec ces jeunes sur ces objectifs de durabilité, on permet de renforcer le sentiment que leur vie a un sens. Et ça me semble particulièrement intéressant parce qu'on a d'autres études qui montrent que, par exemple, la perception d'un but à sa vie, la perception d'un sens à son existence, ça a un effet modérateur sur le lien entre la pauvreté et le fait d'avoir des comportements antisociaux, comme par exemple l'hostilité, la désobéissance, le harcèlement ou l'agressivité. En particulier, là, l'étude que je vous présente de Machel et Al, ils ont montré que chez les jeunes qui venaient de quartiers défavorisés, dont le niveau socio-économique était bas, le fait d'avoir un sens à sa vie, c'était associé à moins de désobéissance et à moins de harcèlement. Il n'y a pas d'effet sur l'agression, mais aussi parce qu'on peut imaginer que finalement l'agression, ça peut venir de l'extérieur aussi. Donc ça montre que vraiment, il y a un intérêt à pouvoir travailler et renforcer le sentiment de sens à sa vie chez les jeunes, et puis que c'est quelque chose qu'on peut faire en tant que conseiller en orientation ou psychologue de l'éducation nationale. Alors, ça va peut-être un petit peu à contre-courant de ce qu'on peut imaginer dans l'émancipation au niveau du travail. C'est vrai que historiquement, à la base, l'émancipation des travailleurs, c'était cette idée que les travailleurs puissent s'épanouir au travail, qu'ils puissent participer à la définition du travail et contribuer à une société plus juste. Mais de nos jours, on est plutôt dans l'idée que s'émanciper du travail, finalement, ça va être d'avoir un monde sans travail, où on peut tout déléguer à des robots, et puis qu'on a le droit à la paresse, et puis que du coup, on essaye toujours de diminuer plutôt le nombre d'heures de travail. Des auteurs qui sont plutôt sociologues et historiens disent, mais en fait, c'est les deux des idéologies qui sont utopistes. Et puis, le véritable moyen de s'émanciper, finalement, ce serait de redéfinir le travail comme un projet de création collective. Et dans ce sens-là, les auteurs disent que finalement, garantir l'accès aux droits pour tous, oui, mais cela ne peut se faire qu'en rendant également chacun conscient de l'impératif de prendre en charge la survie physique et morale du monde. Et c'est cette idée qu'avec la liberté, avec les droits, viennent aussi des responsabilités. Après, ça m'est arrivé de présenter ce type de réflexion à des collègues qui m'ont dit « Oui, mais bon, tu sais, Shekinah, il n'y a pas tous les jeunes qui ont envie de réfléchir sur le sens de leur vie. Et puis, pour certains, ils ont vraiment que des motifs égoïstes et pas du tout altruistes. » Alors, si cette pensée vous a traversé l'esprit, je me permets de vous faire cette citation de Goethe qui dit « Finalement, si vous traitez un individu comme il est, il le restera. Mais si vous le traitez comme s'il était ce qu'il doit ou peut devenir, alors il deviendra peut-être ce qu'il doit ou peut devenir. » Et puis, c'est cette idée que finalement, si on prête des bonnes intentions aux autres, qu'on imagine, on part du principe que les gens sont à la recherche de sens, on va leur permettre de pouvoir démarrer cette quête. Ça, c'est Viktor Frankl qui fait ce lien-là. Donc finalement, dans cette étape de s'émanciper au moment de l'analyse du problème, il y a aussi peut-être s'émanciper de notre propre pessimisme en tant que conseiller à l'égard de ces jeunes ou de leurs possibilités pour la suite. On arrive à la partie sur s'émanciper au moment de s'accorder. Donc,
Là, il y a vraiment cette idée de pouvoir s'émanciper des représentations de l'orientation et des attentes qui peuvent peser sur nous à cet égard. Donc, cette idée de s'accorder, pour moi, si on part du principe que le modèle que je vous ai présenté depuis le début de la présentation, c'est le cadre du conseil en orientation, vraiment cette étape de s'accorder, pour moi, c'est l'art. C'est vraiment l'élément central du travail de psychologue en orientation, et c'est ce qui en fait toute sa complexité et sa richesse. Pourquoi ? Parce que finalement, il faut pouvoir mettre en lien votre mission, votre temps, le temps que vous avez à disposition, le mandat que vous avez, les ressources dont vous disposez, les outils et vos préférences, par exemple en termes d'approche. Et puis, les représentations que la personne se fait de ce que vous allez faire ensemble, ses buts, ses besoins, le temps dont elle dispose, ses propres préférences et ses capacités. Et puis l'art, c'est vraiment de parvenir à réconcilier les deux. Et du coup, cette démarche, elle va nécessiter de pouvoir trier et négocier les buts qu'on va travailler ensemble dans le temps qui nous est imparti. Et puis, ça implique de pouvoir faire la différence entre ce qu'on va pouvoir traiter, ce qui est finalement dans notre zone d'expertise. Cette zone d'expertise, elle est définie par notre mission, nos formations, les outils qu'on a à disposition et puis nos compétences. Et puis, typiquement, dans le domaine de l'orientation, ça peut être de travailler sur le manque d'information, sur les croyances dysfonctionnelles sur le choix, sur l'ambivalence au moment de prendre une décision. C'est tout ce qui fait partie de notre zone d'expertise. Et puis, il y a tout ce qui fait partie de notre zone de non-expertise, où on sait de base qu'on va les considérer, on va les prendre en considération, mais on ne va pas les traiter. On va éventuellement les référer à d'autres personnes. Et puis là, on peut imaginer tout ce qui est, par exemple, des troubles physiques. Éventuellement, si c'est des troubles mentaux, on va peut-être référer plutôt à un psychothérapeute. Tout ce qui est des enjeux au niveau de la culture, du marché de l'emploi, on va en prendre connaissance, mais on ne va pas les traiter en tant que tels. Et puis, entre deux, il y a une zone grise, des éléments qui sont un petit peu à cheval, et puis on ne sait pas très bien si on va devoir les traiter, si on va au contraire les référer. Et puis là, l'important, ça va être d'essayer de comprendre. Par exemple, dans les situations de grand stress, de burn-out, est-ce que c'est quelque chose qui est lié à la situation, par exemple, du choix, ou c'est quelque chose qui est vraiment très généralisé? Puis si c'est lié au choix, on va peut-être traiter, et si c'est lié à quelque chose de généralisé, on va plutôt référer à un psychothérapeute. Et là, je sais que le cahier des charges entre psychologues en orientation en Suisse et psychologue de la Psyenne diffère. Donc, on est d'accord que chacun va devoir faire sa propre carte, on va dire, de qu'est-ce qu'on va traiter, qu'est-ce qu'on va considérer et qu'est-ce qu'on va chercher plutôt à comprendre. Après, c'est sûr qu'il va falloir métacommuniquer avec la personne pour expliquer pourquoi il y a certaines choses qu'on va faire ensemble et puis d'autres qu'on va pas faire ensemble. Mais on est vraiment dans un processus actif de négociation qui va impliquer de pouvoir vraiment identifier quels sont les besoins de la personne et puis auxquels est-ce qu'on peut répondre, est-ce qu'on peut déjà essayer de les regrouper et puis peut-être qu'il y en a certains, on va partir du principe que non, on ne va pas du tout pouvoir y répondre et puis identifier sur lesquels on va travailler. En demandant à la personne, mais maintenant qu'on a cette liste de besoins, des fois ça peut m'être utile de la dessiner ou de la mettre par écrit. Par quoi est-ce que vous voudriez commencer? Et puis éventuellement faire quelques suggestions. Si je peux me permettre, ce serait peut-être bien de faire ça avant ça. Et puis ensuite, on va essayer de mettre en lien ces besoins avec des pistes d'intervention et puis demander de nouveau à la personne, voilà, ça c'est les choses qui existent, c'est ce qu'on pourrait faire ensemble, vous, qu'est-ce que vous préféreriez? Et puis, si je peux me permettre, peut-être que cette possibilité serait mieux qu'une autre. Mais il y a cette idée qu'on est vraiment dans un processus actif de négociation et que tout ça fait que finalement, on parvient à renforcer ce qu'on appelle l'alliance de travail. Donc l'alliance de travail, c'est quand on a un accord sur les buts, on sait sur quels besoins on va travailler, on a un accord sur les moyens, on sait comment est-ce qu'on va le faire. Et puis, il y a une bonne qualité du lien qui vient notamment de ce processus actif de négociation. Donc finalement, cette phase de s'accorder, elle est vraiment essentielle pour l'ensemble des composantes de l'alliance de travail.
Et ce n'est pas quelque chose qui est des moindres, parce que là, on a par exemple une méta-analyse récente qui a été faite sur l'impact de l'Alliance de travail sur l'efficacité des démarches de conseil en orientation. Et puis, on a des forts liens avec tous les indicateurs d'efficacité, ceux aussi qui sont liés à la carrière, à la santé mentale et puis à la satisfaction globale des personnes. Donc, travailler sur cette alliance de travail, c'est vraiment un élément essentiel pour pouvoir proposer des interventions qui soient efficaces et satisfaisantes des deux côtés. Après, adopter cette posture de négociation, donner aussi un rôle à la personne dans la définition de ce sur quoi on va travailler, ça nécessite aussi de notre côté finalement de s'émanciper d'une certaine posture qu'on pourrait appeler la posture de l'expert, c'est-à-dire partir du principe que l'expert, c'est celui qui donne les conseils, les informations et les instructions, et puis qui pense que on a un apprenant en face de nous, et puis que son rôle, c'est d'écouter, d'adhérer, et puis de mettre en pratique. Pour une relation qui est finalement plus égalitaire, où on part du principe que la personne est son propre expert, c'est elle qui connaît le mieux sa situation, c'est elle qui connaît le mieux ses besoins. Et puis que notre rôle, c'est d'accompagner, de proposer, de susciter ou d'éveiller, mais que dans tous les cas, nous, on est les garants du cadre et la personne est la garante des solutions, de ce qui va être mis en pratique par la suite. Ça joue toujours? OK. On arrive à la 4e étape où là, l'idée, c'est d'activer. C'est vraiment le moment où on va mettre en place les activités pour répondre aux besoins qu'on a identifiés et qu'on a négociés dans la phase d'avant. Et puis là, on a aussi de nouveau toutes sortes de pressions qui vont s'exercer, notamment au moment d'explorer le monde du travail, et puis surtout de prendre une décision où on va avoir typiquement tenir compte des lois du marché, de l'économie actuelle, de notre milieu socio-économique, notre image de soi, notre santé aussi, ou tous nos facteurs biologiques, et puis notre éventuel potentiel. Donc c'est tous des facteurs qui vont venir influencer la décision qu'on va prendre au final. Et puis dont ça peut être bien de s'émanciper pour pouvoir prendre une décision qui est la plus optimale possible. Donc là, cette 4e étape, l'émancipation que je voyais, c'était vraiment de pouvoir s'émanciper des contraintes. Et c'est vrai qu'on a une étude qui vient d'être publiée dans l'orientation scolaire et professionnelle qui montre que le dilemme le plus présent chez les psychologues en orientation en Suisse, sur un échantillon de 19 personnes avec des études qualitatives, c'est vraiment la question de savoir mais est-ce qu'il faut confronter les jeunes à la réalité, confronter le fait qu'il y a une divergence entre leur niveau de compétence, leur personnalité et leurs intérêts, les confronter à l'état du marché du travail ou les confronter à la réalité économique, aux barrières contextuelles auxquelles ils sont confrontés dans leur choix. Donc, c'est un dilemme que moi j'appelle le dilemme du rêve et de la réalité, parce que finalement c'est de savoir mais est-ce qu'il faut encourager les jeunes à rêver ? Et puis c'est vrai qu'on a plein d'études qui montrent l'avantage de l'optimisme, de pouvoir faire des projets qui soient enthousiasmants, stimulants, défiants. Et puis, de l'autre côté, on a une certaine nécessité du réalisme qui fait que on se demande s'il faut plutôt confronter les jeunes à la réalité. Et puis, finalement, ce qu'on fait tous intuitivement, c'est l'idée qu'on va essayer d'accompagner les jeunes dans un processus de compromis entre le rêve et la réalité. Mais c'est un processus qui est assez délicat et qui peut être assez douloureux, d'une part parce qu'il peut briser la relation qu'on a avec la personne, où finalement on ne devient plus la personne ressource vers laquelle on s'adresse, mais on devient le briseur de rêve ou la briseuse de rêve. Et puis ça a aussi le potentiel de briser la motivation de la personne, où finalement quand elle se rend compte qu'elle ne va pas pouvoir aller dans la direction qu'elle souhaitait, ses espoirs s'effondrent et puis du coup sa motivation à chercher un travail satisfaisant et plaisant aussi. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour s'émanciper de ce dilemme-là ? Une des stratégies, pour moi, c'est vraiment déjà s'émanciper, ça veut dire maîtriser. Donc ça veut dire qu'on doit être conscient des difficultés que peut rencontrer la personne si elle se lance dans une certaine direction, mais que plutôt que de mettre en garde la personne, on va essayer de faire émerger une prise de conscience à cet égard.
Et puis, pour ça, les outils clés, c'est vraiment les questions ouvertes et puis de demander, mais finalement, OK, qu'est-ce que vous savez des inconvénients de ce métier ou qu'est-ce que vous savez des conditions d'entrée pour pouvoir y accéder ou qu'est-ce que vous savez sur la demande actuelle sur le marché pour ce type d'emploi. Et puis ensuite de renforcer les réponses correctes. Effectivement, là, en ce moment, c'est vraiment pas un métier dans lequel il y a beaucoup de débouchés, par exemple. Et puis ensuite, compléter les informations en demandant la permission. Est-ce que vous permettez que je vous donne quelques autres informations pour pouvoir vraiment aider la personne à faire ce schéma qui est finalement un peu un discours aporétique qu'on pourrait retrouver, enfin un discours socratique, jusqu'au moment où elle arrive au constat par elle-même que c'est peut-être pas la meilleure des voies à envisager, ou au contraire, elle est encore plus motivée, mais du coup, on passera à savoir comment est-ce qu'on peut aider à éviter les obstacles qu'on a identifiés. Donc ça, on est d'accord que ça permet peut-être de préserver la relation, parce que finalement, on n'est pas la personne qui dit non, ça ne va pas être possible, mais on amène ce discours, et c'est la personne elle-même qui arrive à la conclusion que ça ne va pas être possible. Mais ce n'est pas pour autant que la motivation est préservée. La personne renonce quand même à un rêve qui lui avait paru important. Et du coup, là, comment est-ce qu'on peut préserver la motivation ? Je pense qu'un des éléments clés, c'est vraiment de pouvoir identifier, mais qu'est-ce qui était si important pour la personne dans ce projet rêvé ? Et puis des fois, ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. Pour vous dire, une fois, j'avais un jeune qui voulait faire vétérinaire et puis il sortait de l'école obligatoire sans certificat avec des très mauvaises notes. En Suisse, en plus, il faut le faire en allemand et puis il n'avait jamais appris l'allemand de son parcours. Et puis avant de lui amener toutes ces informations-là, j'ai juste demandé, mais pourquoi est-ce que c'est tellement important pour vous ? Et il m'a dit, mais en fait, parce que c'est un métier qu'on fait à l'intérieur. Et puis là, il m'a expliqué que ses parents travaillaient les deux à l'extérieur, dans les chantiers, et puis l'autre dans le nettoyage. Et puis que du coup, pour eux, vraiment, c'était tellement important que leur enfant travaille à l'intérieur. Et puis du coup, ça ouvrait plein de possibilités pour trouver des alternatives qui préservent ce qui était tellement important pour le jeune. Et du coup, la démarche, c'était de dire, OK, alors en fait, c'est vrai qu'il y aurait d'autres possibilités de travailler à l'intérieur. Est-ce que tu serais d'accord qu'on les explore ? L'idée, c'est qu'en s'émancipant de ces contraintes, en les maîtrisant pour pouvoir les amener d'une manière nouvelle et créer des nouveaux possibles, finalement, on développe ce qu'on appelle dans la recherche la volition de travail, c'est-à-dire la capacité perçue à prendre des décisions de carrière en dépit des contraintes. Et puis, cette capacité a été notamment associée au sentiment d'avoir un soutien social, mais aussi le sentiment d'auto-efficacité. Et puis, de manière générale, les personnes qui avaient cette volition de travail rapportaient une bonne satisfaction au travail et le fait de vivre des émotions positives au travail. Donc, on voit que ce n'est pas un processus de compromis qui finalement devient très douloureux, elle laisse des marques à long terme. Et cette réflexion, ça amène sur la réflexion d'un autre auteur, de nouveau plutôt dans le courant sociologique historique, qui disait, mais en fait, la question de l'émancipation, aujourd'hui, ça consisterait moins à définir de quoi est-ce qu'on doit s'émanciper, mais plutôt qu'est-ce que nous voulons émanciper, et puis qu'est-ce que dans ce que nous faisons déjà, dans ce que nous sommes déjà, mérite d'être valorisé et libéré de ses entraves pour qu'il lui soit donné libre cours. Et c'est vrai que certains auteurs relèvent que finalement, c'est une chose de s'émanciper des tutelles, mais qu'on doit aussi s'émanciper de nos préjugés, de nos habitudes et de nos traditions. Et puis, en tant que conseillère en orientation, ça peut aussi nécessiter finalement de revoir nos pratiques, nos outils, et éventuellement de les adapter ou de mettre en avant ce qui fonctionne vraiment bien. Et j'en arrive à la dernière étape, qui est celle de l'accompagnement. Et puis là, en fait, quand on accompagne la planification, la mise en action, on se rend compte qu'il y a tout plein d'obstacles qui peuvent venir entraver le fait de mettre en pratique le projet. On a plein de pièges aussi. Et là, je fais une petite parenthèse pour souligner quand même que je trouve impressionnant de réaliser qu'aujourd'hui, on a des personnes extrêmement intelligentes qui sont payées extrêmement bien pour nous voler finalement ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire notre attention. Et puis que beaucoup de gens aujourd'hui ont
moins d'attention, mais aussi parce qu'il y a vraiment des gens très compétents qui sont très motivés à nous la voler et à la voler à nos jeunes aussi. Donc ça fait partie des obstacles qui peuvent aussi rendre plus difficile de concrétiser un projet. Et puis, il y a aussi le hasard. Et puis, au niveau individuel, finalement, les doutes ou les peurs qui peuvent rendre plus difficile le passage à l'action. On a d'ailleurs un nouveau champ d'études qui s'est ouvert sur la question de l'inaction de carrière, c'est-à-dire le fait qu'après avoir fait des démarches d'orientation, les gens sont tout contents, mais ne font rien. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir lutter contre cette inertie, lutter contre cette inaction, notamment en essayant de s'émanciper des obstacles qui peuvent survenir au moment d'implanter le projet. Et puis, c'est vrai que finalement, une fois qu'on a fait des démarches d'orientation, en général, l'idée qu'on se fait, c'est de notre plan. Voilà, on a une arrivée et puis on est bien outillé pour pouvoir l'atteindre. Mais que la réalité est assez différente. Et puis qu'en fait, finalement, c'est un voyage qui est assez solitaire, qui peut être fastidieux, incertain, démotivant et même ardu. Et puis, de nouveau, dans cette idée plutôt que d'être dans le déni ou d'éviter tous ces éléments-là. Pour moi, l'émancipation, c'est vraiment reconnaître que c'est difficile et que la mise en projet est difficile et que du coup, on va essayer de trouver des stratégies pour reconnaître ces obstacles et les contourner. Donc pour ça, il y a une méthode qui a été développée par une chercheuse en Autriche. En anglais, ça s'appelle la méthode WOOP, que j'ai traduit en français par la méthode DROP, où l'idée, en fait, c'est de pouvoir prendre du temps pour écrire sur une feuille, voilà, quel est notre désir, quel est l'objectif que l'on veut atteindre, quels sont les résultats attendus, quelles seraient toutes les bonnes raisons d'aller dans ce sens-là, mais aussi quels sont les obstacles potentiels à la réussite de l'atteinte de ce désir. Et puis, sur cette base-là, de dresser un plan d'action. Donc, une des manières, c'est de demander à la personne, mais finalement, quel est votre objectif? Qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux? Quels problèmes pourriez-vous rencontrer? Et puis, comment pourriez-vous les surmonter? Et là, en tant que conseiller, on va des fois devoir amener un petit peu d'insight, un petit peu d'idées sur quels pourraient être les obstacles, vu que nous, on les connaît aussi, mais aussi pour pouvoir aider la personne à identifier un plan d'action qui soit flexible. Et puis là, c'est bien d'avoir en tête que finalement, les obstacles, on a toujours plusieurs stratégies pour les affronter. La première, c'est de les éviter. C'est souvent celle, en tant qu'être humain, qu'on a tendance à adopter le plus facilement. Et c'est aussi celle qui fonctionne le moins bien. Où typiquement on se dit ah oui voilà, j'ai cette difficulté, je vais essayer de pas y penser, puis en fait on se retrouve à y penser 3 fois plus, ou alors j'ai de la peine avec cette personne, je vais l'éviter, puis en fait on se retrouve toujours à la rencontrer. Donc éviter, ça peut marcher, et puis des fois il y a des choses qu'il vaut mieux éviter. Si vous avez la tentation de vendre du crack aux élèves qui viennent vous rencontrer, probablement que c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter, on est d'accord. Mais pour beaucoup de situations, l'évitement, ce n'est pas suffisant. Et puis, à long terme, ça ne produit pas des bons résultats, comme on a déjà pu le voir avant. Donc, une autre stratégie, ça va être de résister. C'est-à-dire d'identifier, mais finalement, qu'est-ce que je peux faire si le problème est là et que je n'ai pas réussi à l'éviter? Par exemple, si mon problème, c'est l'anxiété, et puis que je n'ai pas réussi à l'éviter, je suis anxieuse, qu'est-ce que je peux faire pour diminuer cette anxiété, ou comment est-ce que je peux la gérer? Qu'est-ce que je vais faire maintenant que le problème est là? Et puis là, on peut imaginer plein de stratégies. Ensuite, on peut aussi essayer d'anticiper. C'est-à-dire, on sait que quand on doit parler en public, par exemple, on est anxieux. Donc, avant de commencer à parler en public, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire, d'où vient le problème. Ah, peut-être c'est qu'on n'est pas bien préparé, etc. Donc, on va essayer de trouver quelles sont les causes du problème et de trouver des solutions qui sont finalement des solutions plus à long terme. Après, c'est aussi possible finalement, face à une difficulté, un problème, un obstacle, de relativiser, c'est-à-dire de questionner le pouvoir de ce problème sur votre vie. Est-ce que finalement c'est si grave que ça d'avoir de l'anxiété? Est-ce que ça vous empêche de vivre une vie qui soit heureuse ou pas? Est-ce que ça vous empêche de fonctionner normalement dans la plupart des situations de votre vie?
Et on peut même aller encore plus loin et de dire, mais finalement, en quoi est-ce que cet obstacle, cette difficulté peut devenir un atout pour vous, et puis le recadrer en réfléchissant aux bénéfices qu'ils peuvent apporter dans la vie. Typiquement, de l'anxiété, ça permet souvent, on a quelques études qui montrent que ça va motiver à l'exploration de carrière. Quand on est anxieux de ne pas savoir ce qu'on va faire, on va avoir plus volontiers tendance à aller explorer les différentes possibilités qui existent. Donc, ces différentes stratégies, et puis c'est important de pouvoir réfléchir un peu à l'ensemble de ces stratégies pour que, quoi qu'il arrive, finalement, on se retrouve avec un plan de bataille. C'est-à-dire que si notre première stratégie ne fonctionne pas, c'est pas grave, on a pensé à d'autres choses qu'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir affronter et gérer les difficultés. Donc finalement, dans le fait de s'émanciper des obstacles, il y a vraiment le fait de reconnaître leur existence, c'est pas être dans le déni ou penser qu'on est invulnérable et qu'on va tout réussir, et puis de se préparer, et puis d'avoir vraiment ces stratégies multiples pour pouvoir y faire face. En psychologie, c'est ce qu'on appelle la flexibilité, en psychologie positive, c'est ce qu'on appelle la flexibilité psychologique, donc la capacité à pouvoir percevoir les difficultés et imaginer différentes manières d'y répondre. Après, ça implique aussi de pouvoir finalement se préparer à affronter l'échec, parce que certains facteurs font qu'on va se confronter à l'échec. Et puis, là, c'est important, je trouve, de se rappeler que finalement, lorsque l'échec n'est pas une option, on peut oublier l'apprentissage, la créativité, l'innovation. Et que vraiment, l'échec est essentiel à tout parcours professionnel. Donc, plus que quelque chose qui est foncièrement un obstacle, c'est aussi vraiment une ressource pour pouvoir développer nous-mêmes, notre compréhension du monde et puis la manière dont on y réagit. Donc, préparer les gens à échouer ou alors les accueillir une fois qu'ils ont échoué, ça nécessite de pouvoir déjà dédramatiser cet échec en partant du principe que en fait, c'est vraiment banal. Tout le monde rencontre des échecs à un moment donné ou à un autre de sa carrière. Rien qu'en tant que l'espèce humaine, on est les seuls à n'être pas tout à fait finis. Il nous faut plusieurs mois avant d'arriver à marcher, avant d'arriver à parler. Alors que si vous regardez la plupart des animaux, dès qu'ils naissent, un petit poulain, quelques heures après, il est déjà en train de gambader avec sa maman. Donc de base, nous, on n'est pas tout à fait finis. Donc c'est normal qu'on doive procéder par essai-erreur pour accomplir des choses. Donc on peut dédramatiser et puis se dire mais finalement ça fait vraiment partie de notre nature humaine d'échouer et puis ça va vraiment se produire. Donc on peut essayer de réfléchir mais finalement quels sont les avantages d'échouer. Et puis là il y a plusieurs livres qui existent sur le sujet, mais il y a vraiment cette idée que ça nous permet vraiment d'apprendre des choses sur nous, sur comment fonctionne le monde, que finalement échouer c'est aussi un signe de courage parce que ça veut dire qu'on a osé quelque chose de défiant. Et puis, c'est aussi un moyen de développer notre humilité. Justement, on n'est pas invulnérable. Et puis, ensuite, c'est important de pouvoir prendre du temps, une fois que l'échec s'est produit, mais même avant, d'essayer de réfléchir, mais finalement, quels sont les facteurs internes qui peuvent avoir conduit à l'échec, qui peuvent avoir contribué plutôt, et puis les facteurs externes également. Et puis, qu'est-ce qui serait possible de changer, qu'est-ce qui serait possible, sur quoi est-ce qu'il serait possible de travailler pour diminuer les chances que ça se produise. Après, c'est pour les personnes qui ont échoué, c'est pas toujours que c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire directement après, le lendemain des résultats des bulletins scolaires. Non, il y a aussi un processus de deuil qui doit se faire pour pouvoir avoir cette réflexion plus approfondie et puis pouvoir saisir aussi les bénéfices de cet échec. Donc, pour conclure, c'est vrai qu'on a parlé, j'ai commencé la présentation en mentionnant que l'émancipation, ça évoque tout de suite la liberté et que dans cet ordre-là, ça fait rêver. Mais je voulais conclure avec les propos de Viktor Frankl qui dit « Mais finalement, moi j'aimerais qu'en face de la statue de la liberté sur la côte ouest, on ait aussi la statue de la responsabilité. » Parce que dès le moment où on est libre, la liberté s'accompagne toujours de contraintes, s'accompagne de responsabilités. Et puis, finalement, s'émanciper de soi-même, des contraintes de son environnement ou de celles qu'on se met nous-mêmes, ça implique aussi de prendre notre part de responsabilité pour assumer les choix que l'on a faits. Et ça vaut autant pour les consultants que pour nous.
Donc finalement, cette émancipation, elle concerne l'ensemble des étapes du conseil. Et puis, ça requiert de pouvoir maîtriser le cadre dans lequel on exerce pour pouvoir le faire avec élégance, on peut dire. Et puis qu'il y a toutes sortes de stratégies comme la triangulation, la négociation, la préparation au compromis et à l'affrontement des obstacles qui peuvent être utiles. Et puis que cette émancipation est porteuse de responsabilité, de liberté et de responsabilité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc vas-y Marine, moi je passerai. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc maintenant nous allons passer aux questions. J'imagine que vous en avez beaucoup. Alors, hop. Je vais passer là parce que. Oui, dans votre présentation, vous nous avez parlé des jeunes en général. Les jeunes auxquels on a affaire dans les établissements scolaires sont des jeunes qui sont différenciés par rapport à leur origine sociale, par rapport à leur genre. Et donc, il me semble que ça induit un certain nombre de différences dans le rapport à l'avenir et dans le rapport au savoir. Donc, je voulais savoir si vous preniez en compte ces dimensions. Et vous nous avez aussi présenté clairement un modèle qui relève de la psychologie positive et cognitive. Mais enfin, les adolescents qu'on a en face de nous ne sont pas des sujets transparents à eux-mêmes et en plein développement. Donc là aussi, comment prenez-vous en compte ces dimensions ? Oui, merci beaucoup pour vos deux questions qui finalement permettent de clarifier le même point. Je vous remercie beaucoup de les avoir posées. C'est vrai que toute cette idée de ce que je présente comme l'art du conseil en orientation, il y a vraiment cette idée de pouvoir personnaliser l'approche qu'on propose à la personne pour être au plus proche de ses besoins. Et puis, la personne, il y a tout plein effectivement de facteurs qui vont, autant des facteurs externes, même le milieu social dont elle provient, qui vont avoir une influence sur qui elle est aujourd'hui au moment où elle la rencontre. Et puis des facteurs comme le genre dont on tient compte également dans notre manière d'approcher la consultation. Et puis, je ne sais pas si ça répond par rapport au fait de prendre en considération ces éléments-là, mais pour moi, c'est vraiment évident qu'il faut avoir une approche au plus près de la personne, de qui elle est, sous toutes ses dimensions. Et ce qui va avec votre autre question, qui est de savoir comment on fait finalement en sachant que les jeunes ne sont pas forcément conscients de leurs besoins. Et puis, c'est là où aussi l'importance de votre maîtrise. Vous connaissez ces jeunes, vous avez eu des cours sur le développement des adolescents, mais aussi vous les rencontrez quotidiennement. Et puis, ça vous donne une indication des besoins qui sont peut-être pas exprimés spontanément, mais que vous voyez. Et puis, du coup, vous pouvez suggérer. Et là, je pense qu'il y a quelque chose de toujours très respectueux dans le fait de toujours demander la permission pour pouvoir dire, mais est-ce que vous seriez... Il me semble voir un autre besoin sur lequel on pourrait peut-être travailler. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on en parle? Ou est-ce que vous êtes d'accord que je vous partage ce qui m'est venu à l'esprit en vous écoutant? Et puis, comme ça, c'est un moyen de pouvoir vous amener votre expertise, mais sans que ce soit non plus vu comme quelque chose qui est une fin en soi. Et puis de dire, par exemple, ah oui, alors là, j'ai compris votre problème, c'est ça, voilà ce qu'on va faire. Il y a vraiment cette idée de toujours amener les choses avec prudence et respect, et puis pouvoir s'adapter à ce qui vient en face. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce que ce à quoi je pensais, vous parliez des obstacles tout à l'heure. Et plusieurs études ont été faites qui montrent que certaines catégories de public sont plus sensibles en fait au poids de ces obstacles. Et on sait bien que les présenter ne va pas avoir le même effet auprès d'un enfant de cadre supérieur et d'un enfant d'ouvrier qualifié ou non qualifié.
Donc, il y a aussi des finalités par rapport à notre action. Et j'avoue que ce qui me gêne un peu, c'est ce que vous avez dit sur la capacité à finalement reconnaître les obstacles et développer notre humilité par rapport à la réalité. Mais finalement, est-ce que du coup, l'intervention ne vise pas à développer surtout une adaptabilité maximum, mais pas tellement l'émancipation ni le développement des adolescents qu'on a avec nous? Non, alors ce serait peut-être plutôt l'inverse, et je suis désolée si c'est l'impression que ça a donné. C'est au contraire, dès le moment où on est conscient, par exemple, que, ben oui, les jeunes qui viennent de certains quartiers font face à beaucoup plus de discrimination sur le marché de l'emploi, vont avoir beaucoup plus, même il y a des études qui montrent juste votre nom de famille va avoir un impact sur vos chances, par exemple, d'avoir un entretien d'embauche. Et ça, c'est des obstacles que nous, on connaît, et puis auquel on va pouvoir sensibiliser le jeune, donc de dire, ben alors voilà, quels pourraient être les obstacles pour vous pour réaliser votre projet, qu'est-ce que vous pensez de celui-là aussi, donc toujours à amener, et puis à négocier avec le jeune, mais qu'est-ce qu'on peut faire en fonction de ça? Oui, il y a de la discrimination par rapport même juste au nom de famille. Qu'est-ce que vous avez prévu pour pouvoir, comment est-ce qu'on pourrait l'éviter? Peut-être qu'on ne met pas le nom de famille sur le CV. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire ou pas? Comment est-ce qu'on pourrait réagir? On est face à la discrimination et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on réagit? On peut anticiper aussi, de se dire, mais finalement, d'où est-ce que vient le problème? Le problème, c'est peut-être que les gens, ils se fixent d'abord sur le nom et puis pas sur ce qu'on sait faire, ce qu'on a apporté, qui on est. Et puis du coup, peut-être qu'on trouve un autre moyen de présenter ces aspects-là. Ou alors, enfin voilà, on peut vraiment imaginer toutes sortes de stratégies pour contrer ces facteurs, mais justement dont les jeunes ne sont pas nécessairement conscients, mais où nous, en tant que professionnels et avec l'expérience qu'on a, on doit, et c'est presque éthiquement, c'est presque nécessaire de pouvoir préparer les jeunes à se confronter à ça. Et c'est pas nécessairement à s'y adapter, mais c'est vraiment justement à pouvoir leur donner l'espace pour s'y préparer et y réagir comme ça fait le plus de sens pour eux. Est-ce que c'est plus clair cette fois-ci? Merci. D'autres questions? Je me recule. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez dire dans le modèle. J'avais l'impression en fait que donc le modèle est présenté de façon séquentielle. Et j'imagine que vous pouvez le penser peut-être de façon, comment on peut dire ça, simultanée, voilà. Alors, je fais référence en fait à votre diapo sur remplacer l'anxiété. Je ne sais pas si j'ai bien retenu. Remplacer l'anxiété. Plutôt par un sentiment d'aventure, le défi. Et c'est vrai que je me dis, en fait, heureusement aussi qu'on sent de l'anxiété ou de la peur, et on peut même s'appuyer sur, et en fait que ça marche en dialectique, que c'est heureusement que... Enfin, c'est la question plutôt d'articuler, j'ai l'impression, qui est importante. Et je sais pas, on peut penser à l'abbé Pierre, où il refusait... des choses sur la pauvreté, etc. Et la colère lui donnait de la force. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un processus simultané, mais peut-être que c'est ça que... est-ce que c'est simultané, en gros, votre modèle? Oui, tout à fait, et vous faites bien de le relever parce qu'on est d'accord que vu l'état du monde actuel, l'anxiété, c'est la réaction saine face à l'ensemble des problèmes qu'il y a actuellement. C'est vraiment la réaction, oui, si vous n'êtes pas anxieux vis-à-vis de ce qui arrive, je pense que c'est là où il y a peut-être un problème de l'ordre plutôt du déni. Par contre, le problème de l'anxiété, c'est qu'elle peut devenir paralysante. Et c'est ça qui est vraiment le problème. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a certaines études qui montrent que finalement, entre le fait de se réjouir et le fait d'être anxieux, au niveau physiologique, il y a très peu de différence. Ça veut dire que vous allez dans les deux cas avoir le cœur qui bat plus vite pour envoyer le sang partout dans le corps pour pouvoir fuir à la base. Mais aussi quand on se réjouit, finalement, on a le cœur qui bat très vite, on a les mains qui deviennent moites, on a la respiration qui s'accélère, dans les deux cas. Et puis finalement, il y a un moment donné où on peut choisir. Et puis quand on est sous le coup d'une anxiété qui est paralysante, et puis du coup, en fait, on ne fait rien, une des stratégies, c'est vraiment de pouvoir se dire, mais en fait...
en fait, je me réjouis de tout ce que je vais pouvoir faire, pouvoir contribuer. Et puis, je pense que c'est dans cet état d'esprit-là que le présentait John Crumble. C'est pas de dire que l'anxiété est mauvaise, c'est plutôt que l'anxiété poussée à l'extrême est paralysante. Et puis que cette paralysie, si on est tous paralysés, ben on va droit dans le mur. Et puis, du coup, il faut trouver des moyens pour pouvoir maintenir ce niveau d'activation et puis pouvoir en même temps le rediriger vers quelque chose qui est plus porteur. Enfin, voilà. Je ne sais pas si ça répond. Oui, moi ça me faisait penser à la notion de courage, en fait, où il y a l'idée de faire avec sa peur, c'est-à-dire qu'elle est toujours là, mais il y a un processus d'action, et du coup que c'est ça qui permet après de sortir de effectivement l'anxiété, mais à une dose forte, quoi. Oui. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que là, pour des raisons aussi de temps, mais j'ai séparé quelles influences s'exercent à quel moment en fonction de ce qui me semblait le plus évident. Mais on est d'accord que l'anxiété peut se retrouver aussi au moment où on a pris une décision et puis qu'on doit passer à l'action. Enfin, voilà, c'est vraiment pas aussi linéaire que ça. C'est vraiment quelque chose qui est récursif. Et puis l'ensemble des facteurs peut s'exercer à différents moments. Oui, bonjour. C'est vrai que le modèle regardé comme ça est vraiment presque parfait. Il donne, on s'y retrouve aussi. Il y a un côté quasi idéal aussi, également. Sauf que la réflexion qu'on peut avoir, c'est qu'on peut avoir une idée un peu du jeune universel et universalisé là-dedans. Et se demander réellement dans les faits, puisqu'on est entre l'idéal et la représentation et puis la réalité. Et en regardant ce modèle, je me dis, mais finalement, quels sont les jeunes qui répondraient vraiment, véritablement à toutes ces phases et qu'on pourrait accompagner réellement, là encore, pas dans l'idéalité, du point A au point, je ne sais pas, F, Z, selon votre séquence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qu'on perd, en fait, en parcours, à la phase, à toutes les phases, je pense, de votre modèle. Il y a beaucoup de fuites et de pertes d'élèves qui ne vont pas jusqu'au bout. Parce que, ou peut-être ils sont trop dépressifs, ou parce qu'ils n'ont peut-être pas l'énergie, tout simplement, de pouvoir activer tout ce qu'on leur demande, ou parce qu'ils ne peuvent pas mobiliser tous les processus qui demanderaient à l'idéalité de votre modèle. Et c'est un petit peu ça, moi, qui m'interpelle et m'interroge. Quels sont véritablement les jeunes qui peuvent y répondre? Leur nombre? Que fait-on des autres? Et quel temps est nécessaire si on devait individualiser par rapport au nombre de psychologues que nous sommes et par rapport au nombre d'élèves aujourd'hui ou de jeunes à accompagner? Merci. Oui, merci. Je pense que vous posez une question clé parce qu'effectivement, c'est dans l'idéal ce qu'on aimerait pouvoir amener, c'est amener les gens jusqu'au projet et puis de pouvoir terminer bien la consultation aussi. Et puis se pose la question de la temporalité. En un entretien, finalement, on peut passer par l'ensemble des phases. On est d'accord que ce n'est pas un modèle qui est prescriptif, c'est vraiment plutôt un modèle descriptif de qu'est-ce qui se fait en général. Mais il y a quand même cette idée que finalement, le fait d'assurer un bon accueil, c'est ce qui va permettre de pouvoir faire que les gens se sentent à l'aise et bien, les jeunes, mais même les adultes, pour pouvoir analyser la situation, comprendre le problème, et que le fait de bien comprendre le problème, c'est ce qui va pouvoir permettre de bien négocier ce sur quoi on va travailler. Et puis, dans une séance, il y a une étude qui a été faite sur des entretiens où ils disaient, en fait, souvent, la partie qui manque, c'est cette phase où on se met d'accord sur ce qu'on va faire. Et c'est vrai que nous, on s'imagine des fois, moi la première, qu'en fait les gens savent très bien pourquoi ils sont là et puis que ce qu'on va faire ensemble, c'est ce type d'exercice. Et puis que c'est là où ce que vous soulignez vraiment, et puis c'est vraiment toute l'importance d'individualiser pour pouvoir faire quelque chose qui a du sens ensuite. Après, c'est jamais une garantie. Et puis,
il y a une slide que j'ai enlevée sur le fonctionnement de l'être humain. Finalement, pour que l'être humain puisse atteindre un objectif, ça va dépendre de plusieurs facteurs. D'une part, sa motivation, à quel point il a un but qui est clair, important, bien défini, et puis à quel point il a l'impression qu'il peut atteindre ce but et qu'il a des émotions qui alimentent l'action, mais aussi de ses compétences réelles en termes de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, donc plutôt de la personnalité. Et puis, ces deux-là sont sous-tendus par le fonctionnement biologique. Typiquement, quelqu'un qui est chroniquement fatigué ou même qui consomme de la drogue ou qui est malade, même si on a toute la bonne volonté, on a toute la motivation et théoriquement les compétences pour le faire, on ne va quand même pas atteindre notre objectif. Et puis, tout ça, en plus, se déroule dans un environnement qui est à la fois un environnement naturel, mais aussi un environnement social, un environnement physique qui est créé par l'être humain, même juste l'argent, ou un environnement qui est aussi socio-culturel, socio-historique. Donc, en fait, tout ça, ça va avoir un impact sur le fonctionnement d'un individu. Et puis, un individu, sur le fait qu'il puisse atteindre ses objectifs. Voilà. Si un individu peut, dans certains cas, pallier un manque, par exemple, on a un peu des problèmes au niveau de la santé, on a de la fatigue chronique, peut-être qu'on va pouvoir pallier sur une motivation vraiment très importante pour nous motiver quand même, pour nous donner quand même l'énergie d'aller vers un objectif. C'est quelque chose qui ne va pas pouvoir tenir très longtemps non plus. Et c'est pour ça que quand on prend en compte l'individu, et puis il y a vraiment cette idée de le prendre dans sa globalité. Et typiquement, peut-être qu'on va arriver juste à l'analyse de la demande et puis se rendre compte qu'en fait, cette personne, elle n'a juste pas l'énergie, la disponibilité cognitive pour faire ses démarches d'orientation maintenant. Et puis que dans ce cas-là, on va lui proposer peut-être de revenir plus tard. Voilà. Donc on peut effectivement, et il y a des gens qu'on va perdre à chaque étape du processus. Après, ça peut être vraiment intéressant de comprendre pourquoi est-ce qu'on les perd à chaque étape. Je ne sais pas si ça répond à votre question. J'ai une question, s'il vous plaît. C'est au premier rang. Voilà. Oui, pardon. C'est une question, je vous remercie pour votre présentation qui est à la fois éclairante sur le plan théorique et sur le plan pratique. Et du coup, je voulais aller plus loin sur le plan pratique. Quelle est la visibilité que vous donnez aux jeunes du processus dans lequel vous aimeriez l'emmener? Comment ça se traduit concrètement? Est-ce que vous lui en parlez? Est-ce que vous l'affichez? Est-ce que ça dépend de sa maturité? Merci. Oui. Ce modèle-là, il est tout récent. Vraiment, je l'ai soumis dans un article qui est d'ailleurs encore en review, mais en février. Donc, c'est vraiment, c'est pas institutionnalisé. C'est pas comme ça qu'on fait les choses en Suisse ou le modèle qu'on préconise en Suisse. Mais par contre, il y a ce côté au niveau de l'accueil, au moment où on accueille la personne, c'est aussi de se présenter qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Et puis c'est là où on peut expliquer aussi un petit peu la démarche, de dire voilà, en général, là on fait connaissance, ensuite on va essayer de mieux comprendre où est le problème, et puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avant de passer à l'action, on peut dire. Donc là, en anglais, ça s'appelle role induction. Il n'y a pas eu beaucoup d'études sur ce processus-là, mais c'est vraiment quelque chose qui est essentiel déjà dès le moment où on accueille la personne, parce que la présentation de soi et du service fait partie de cet accueil. Oui. Merci. D'autres questions? Peut-être que Didier sera plus rapide que moi. Merci. Bonjour, merci pour la présentation tout d'abord. Je voulais faire une remarque sur le modèle et les différentes phases. Vous n'avez pas intégré au modèle qu'est-ce que ça viendrait dire la mise en échec d'une phase dans la problématique du jeune et de ses difficultés. Ce serait peut-être intéressant de pouvoir parfois le verbaliser avec le jeune et puis avoir un repère, nous, sur ce que ça vient dire de la problématique. Quand il met en échec une des phases, que ce soit l'accueil, le recadrage, etc. Je suis navrée, j'ai juste pas entendu le tout début de votre question. Donc, j'ai entendu à partir du moment où... est-ce que vous arrivez juste à me redire? Oui, la question que je posais, c'est sur votre modèle, sur les différentes phases. Il n'y a pas de... Vous avez pas parlé de qu'est-ce que ça viendrait dire la mise en échec d'une des phases.
Et comment ça pourrait être verbalisé aux jeunes, le fait qu'ils mettent en échec cette phase, et qu'est-ce que ça vient dire de sa problématique et des difficultés qu'il rencontre. Et puis même, ça donnerait une idée aussi à nous, collègues, de se dire, bon, bah, là, il a mis en échec l'accueil, il a mis en échec la mise en réalisation des objectifs. Qu'est-ce que ça vient dire de sa problématique de façon plus globale, même si ce n'est pas forcément lié qu'à l'orientation, parce que ça peut être aussi pas mal de facteurs externes qui viennent dire quelque chose des mises en échec. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai, alors il y a un excellent article de Josette Zarka qui date de 2000, de l'année 2000 dans l'orientation scolaire et professionnelle, où elle décrit très bien ces processus de mise en échec et puis à quoi est-ce que c'est dû. De manière générale, je pense qu'il y a autant de processus de mise en échec que d'individus et puis qui peuvent signifier différentes choses. Après, si on prend un peu un zoom arrière, pour moi, un échec de la phase de l'accueil, il va se manifester avec quelqu'un soit qui accepte à contre-cœur de prendre part aux démarches d'orientation, et puis qui dit de toute façon, faites ce que vous voulez, enfin voilà, je suis obligée d'être là. Pour moi, là, on a un échec de la mise en perspective de la demande pour pouvoir créer quelque chose qui a du sens pour lui. Mais après, ça peut venir de beaucoup de choses. Ça peut venir de nouveau ces facteurs externes, ces facteurs internes. Ça peut venir de sa situation familiale qui permet juste pas de s'investir à ce moment-là dans cette démarche. Ça peut venir de lui-même, d'autres facteurs. Mais globalement, je pense vraiment, pour moi, le signal de l'échec de cette première phase d'accueil, c'est quand la personne participe à contre-cœur. Voilà. Je pense que quelqu'un qui refuse de s'engager après la phase d'accueil, c'est pas un échec, parce qu'il y a vraiment une prise de position qui est cohérente, on va dire. Mais par contre, s'engager à contre-cœur, ça c'est un problème. Après, un échec de la phase d'analyse, c'est quand finalement on n'arrive pas à identifier qu'est-ce qui rend difficile pour la personne de passer de son état actuel à l'état qu'il souhaiterait. Et puis là, pour moi, il y a une mise en échec du processus parce qu'on n'arrive pas à identifier ce sur quoi on va travailler. Mais parfois, c'est vraiment assez long d'identifier ce processus. Ça prend pratiquement tout un entretien avant d'arriver à l'énoncé subjectif du besoin. Mais, c'est vrai que ça reste compliqué. Et parfois, les jeunes des jeunes, par exemple, de REP, ont du mal à le verbaliser. Ça. C'est très compliqué. Et quand on n'arrive pas à le verbaliser, du coup, on va être dans une suggestion et peut-être parfois une anticipation. Voilà. Parfois, on est mis en échec aussi par la difficulté cognitive du jeune à verbaliser ça. Oui, tout à fait. Et c'est là où l'utilisation d'outils qui ont été validés scientifiquement, par exemple, il y a le CDDQ du professeur Itamar Gatti, qui est le questionnaire des difficultés à la décision de carrière. Ça peut permettre, c'est un questionnaire qui a 34 questions, ça permet d'identifier quelles sont les sources de problèmes au choix. Alors ça ne prend pas des facteurs comme par exemple la discrimination, c'est vraiment centré sur qu'est-ce qui rend difficile pour moi de choisir un métier. Donc on est vraiment, mais c'est des outils qui existent et il y en a plusieurs comme ça qu'on peut utiliser pour mieux cerner ces difficultés. Et puis, c'est des outils où on peut identifier à la fois des tendances générales. Ah oui, vous avez, par exemple, plutôt un manque de préparation. On peut aller plus fin, de dire, ah oui, c'est plutôt de l'indécision chronique. On peut aller encore plus fin en regardant vraiment les réponses aux items, puis dire, mais en fait, c'est une peur de l'échec. Et puis, on peut avoir comme ça ces différents niveaux de lecture qui permettent de mettre des mots, des fois aussi sur ce qui n'est pas forcément facilement verbalisable par les jeunes. On peut les faire sous forme de jeux de cartes aussi. Enfin voilà, on peut imaginer d'autres manières. Mais effectivement, ça pour moi c'est la mise en échec de cette partie d'analyse, c'est quand on n'arrive pas à identifier ces facteurs-là. Puis de nouveau, ça peut venir de tout plein de facteurs, difficultés cognitives, ou alors manque de temps, ou alors on n'a pas utilisé le bon cadre théorique pour pouvoir interpréter la situation d'une manière pleine de sens. Après la mise en échec, oui, pardon, je ne sais pas si vous voulez la mise en échec des autres phases aussi. Je veux bien votre analyse là-dessus. Pour moi, la mise en échec de la phase de négociation, c'est quand on n'arrive pas à se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Et puis pourquoi c'est important de le travailler. Et puis dès le moment où on essaye de convaincre l'autre que oui, c'est vraiment important de travailler sur ses mauvaises notes, est-ce que ça lui ferme, puis qu'on est dans cette posture où on essaye de convaincre, c'est qu'il y a un échec de cette phase de collaboration, de négociation.
Et puis dans la phase d'activation, il peut y avoir des mises en échec à plusieurs niveaux. Puis ça, c'est quelque chose aussi, c'est à quel point la personne arrive à être motivée et à réaliser les activités qu'on lui propose. Et puis du coup, là, ça pose la question de comment est-ce qu'on les propose, comment la personne y met du sens. Et puis c'est vraiment quelque chose ce sens qu'on met dans les démarches qui doit se faire à chaque entretien, qui doit être répété. Voilà, donc je vous ai proposé cette activité pour répondre à ce besoin-là. Qu'est-ce que vous en pensez? À quel point c'est faisable pour vous, etc. Puis finalement, la mise en échec de la dernière phase, c'est, on peut le voir sous différents angles, mais il y a le fait de terminer le processus de manière... Voilà, tout à coup, la personne disparaît dans la nature. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment eu le temps de pouvoir boucler avec elle, de faire le bilan, la conclusion. Mais ça peut être aussi, finalement, quand la personne repart avec un projet qu'elle ne mettra jamais en pratique. Parce que ça veut dire qu'on a manqué quelque chose dans soit la faisabilité du projet au niveau individuel, soit au niveau des facteurs externes qui s'exercent. Oui, merci. Oui, de plus en plus dans les situations d'entretien, c'est pas du face-à-face en fait. Le jeune, il est avec d'autres personnes. Donc du coup, dans votre démarche, est-ce que vous avez pu créer un dispositif qui intègre le tiers, un travailleur social, un parent, un professeur principal, qui est là pendant l'entretien, qu'il va falloir associer évidemment comme personne ressource soutenante, qui a des choses à dire, qui a des attentes différentes, etc. Donc comment vous faites circuler la parole quand il y a plusieurs personnes dans des espaces? Compte tenu du fait de ce que disait la collègue, on perd des personnes, mais y compris des adultes dans le suivi. Du coup, comment tout ça peut s'articuler? Oui, tout à fait. Et là, je me référerai aussi aux approches plus systémiques, avec notamment 2 éléments clés. Pour moi, c'est le discours circulaire et puis la multipartialité. Donc, je m'explique. Le discours circulaire, c'est typiquement, vous avez un parent qui est là et qui vous dit « Oui, mais mon jeune, il n'est pas du tout autonome, et puis il faut toujours être derrière lui pour pouvoir le faire travailler, etc. » J'ai la peine à imaginer qu'il puisse commencer à travailler, à faire un bac pro, par exemple. Et puis là, la stratégie systémique, c'est de demander aux jeunes, voilà, tu as entendu ce qu'a dit ta maman, ce qu'a dit ton papa, qu'est-ce que toi, tu en penses de ce qu'il a dit? Et puis c'est vraiment cette idée de faire un ping-pong, en quelque sorte, sur de les faire réagir sur ce qui se disent les uns les autres. Puis peut-être le jeune, il va dire, oui, en même temps, c'est difficile d'être autonome quand tu es toujours sur mon dos, etc. Ah, ok, madame, qu'est-ce que vous en pensez de ce que vient de dire votre enfant? Et puis, du coup, ça permet de créer cet espace de parole où vous n'êtes pas pris à partie, mais vous essayez vraiment de parvenir à une définition la plus commune. Et puis ça va avec ce deuxième principe que je vous disais, la multipartialité. On nous dit souvent, en tant que psychologue, on devrait être neutre, surtout pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. La multipartialité, c'est vraiment de pouvoir prendre parti successivement pour chacune des personnes présentes. Et puis de dire, ah oui, je comprends, madame, pour vous que ça doit vous faire beaucoup de travail si vous devez faire votre travail et en plus t'assurer que votre enfant ait fait son travail aussi. Donc ça permet de créer comme ça une empathie. Et puis en même temps de dire, ah oui, je comprends, pour toi, ça doit être aussi pénible finalement qu'on te demande d'être autonome et puis on ne te laisse pas l'espace pour le faire. Et puis ça permet de pouvoir créer, plutôt que pas d'alliance avec personne en étant neutre, une alliance successive avec tout le monde. Alors après, il ne faut pas mettre trop d'un côté ou trop de l'autre, mais ça permet de pouvoir créer cet espace de nouveau où on n'est pas prisonnier. On a une personne avec qui on a une forte alliance ou alors une personne qu'on écoute tout le temps, mais faire réagir les uns et les autres. Après, une autre stratégie, que j'ai lu l'article de Madame Zarka très récemment, du coup c'est bien dans mon esprit, elle dit vraiment il y a cette stratégie d'inclusion, exclusion des tiers. Donc typiquement c'est d'écouter les tiers au début, leur donner la parole, voir qu'ils sont des sources d'informations vraiment très utiles, mais ensuite de les exclure pour signifier que la démarche elle est vraiment avec le jeune. Et puis qu'on donne la parole aux jeunes, c'est sa démarche d'orientation, c'est son choix, c'est son avenir, quitte à les faire revenir ensuite pour discuter avec eux des décisions qui ont été prises, des résultats de la démarche, etc., leur demander ce qu'ils en pensent, comment est-ce qu'ils peuvent soutenir, etc. Donc il y a vraiment cette idée de pouvoir inclure, utiliser pour les ressources qui sont, et vraiment les parents, les tiers, c'est souvent des ressources d'information très importantes, mais pouvoir aussi les exclure pour signifier que c'est votre cadre et ce n'est pas le leur.
Je ne sais pas si ça répond à votre... Merci. En tout cas, on entend dans ce que tu nous dis, Shekinah, la psychologie humaniste, la question d'être centré sur la personne, et on connaît d'autres modèles existants. Voilà, tu proposes un modèle, mais on sait combien, en fait, dans tous nos entretiens, c'est un processus et qu'il y a des choses, ne serait-ce que le décrochage, c'est quelque chose de circulaire dans sa temporalité. Et à un moment ou un autre, on va arriver dans le linéaire. Et après, à nous, selon notre cadre théorique, de choisir le processus qu'on va mettre en place dans l'entretien avec le jeune pour faire alliance de travail avec les parents, les éducateurs. Effectivement, de plus en plus, on a des éducateurs dans nos bureaux et on va travailler de façon systémique. Moi, je ne sais pas si tu l'as dit au début, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de voir, toi en tant que psychologue, quand tu travailles, quand tu as des consultations, puisque dans les établissements, comment ils travaillent par rapport à nous, parce que c'est toujours intéressant sur le fait de quel axe théorique nous, on va choisir et comment on travaille, parce que nous, en tant que psychologue d'éducation nationale, on a la chance, moi je trouve que c'est véritablement une chance, d'avoir le jeune dans sa globalité et vraiment de travailler dans sa globalité de bout en bout. Et quand j'ai échangé avec toi il y a un an, voilà, pour échanger sur ton travail, tout ce que tu fais, tu m'as appris de comment travaillent les psychologues et qu'il y avait 2 psychologues. Donc je te laisse dire, après nous expliquer comment ça fonctionne. Oui, effectivement, c'est vrai que vous avez une approche beaucoup plus globale parce que vous êtes aussi amené à travailler sur les questions de bien-être à l'école, de prendre vraiment le jeune dans sa globalité. Alors qu'en Suisse, en fait, on a vraiment 2 personnes distinctes dans tous les établissements scolaires. On a un psychologue scolaire et un psychologue en orientation. Et puis, du coup, les jeunes sont envoyés vers le psychologue scolaire quand il y a des difficultés de type de motivation ou alors des suspicions de troubles, enfin voilà, donc ils sont envoyés vers le psychologue scolaire. Puis le psychologue en orientation doit vraiment se centrer sur les questions d'aide au choix et à l'élaboration d'un projet. Donc c'est sûr que ça fait une différence au niveau culturel. C'est aussi une différence en termes de reconnaissance, dans le sens où les psychologues en orientation sont reconnus comme les psychologues scolaires sont reconnus comme des psychologues et sont mieux payés que les psychologues en orientation qui sont pas reconnus dans leur titre de psychologue, qui ont même, on discutait avant, dans certains cas, l'interdiction de faire mentionner qu'ils sont psychologues, et puis qui sont moins payés que les autres. Ouais. Donc du coup, merci, parce que je trouvais que c'était extrêmement éclairant, parce que moi, en tout cas, je vous invite à aller voir le site de Shekinah pour les outils, et même on en discutait avec Sylvie, chacun de nous, on peut utiliser, parfois pour des groupes de parole ou pour des entretiens, des outils dans tout notre travail de processus, de suivi d'élèves. Et c'est en échangeant avec Shekinah où je lui disais, mais en fait, moi, je ne pouvais pas concevoir professionnellement, quand je suis un élève qui est en décrochage, si je n'ai qu'un bout de ce qu'il vit, de ce qui se passe, et que l'on me dise, ah ben non, vous n'allez pas travailler la question de l'anamnèse, la question de toutes ces problématiques familiales, de tout ce qui peut l'habiter, qui l'amène au décrochage. Et du coup, ce qui faisait que je comprenais mieux, parce qu'en fait, je vous invite à lire tout son travail, et qui est vraiment intéressant, mais en fait, c'est des ateliers, on voit que c'est découpé, et je me disais, tiens, nous, on le fait d'une façon globale, ou on peut le faire en entretien. Donc il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre, mais que du coup, c'est très éclairant de savoir qu'il y a vraiment 2 psychologues et combien nous, moi j'estime je m'estime heureuse à pouvoir tout faire. Voilà. Merci. On va peut-être conclure.